Pendant des années, Damian Marley a vécu dans l'ombre d'une légende, le fils de Bob Marley, le visage de la flamme éternelle du reggae. Mais que se passe-t-il lorsque les fondations mêmes de cette identité commencent à se fissurer? Lorsqu'une vérité intime, enfouie pendant des décennies, menace de réécrire non seulement la vie d'un homme, mais aussi un héritage que des millions de personnes vénèrent? Le monde de Damian, autrefois défini par la musique et la fierté familiale, a été ébranlé par une révélation que peu auraient pu imaginer, une vérité qui l'oblige à affronter qui il est vraiment, et qui on lui a toujours dit qu'il était, le poids d'un nom. Damian Robert Nesta Marley est né le 21 juillet 1978 à Kingston, en Jamaïque, le plus jeune enfant de l'icône du reggae Bob Marley et de Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, qui avait captivé l'attention du monde entier. Mais avant même de savoir marcher, son existence était déjà compliquée. Bob était encore marié à Rita Marley et Cindy était considérée comme l'étrangère dans une histoire déjà plus grande que nature. Damian est venu au monde sous les projecteurs de la gloire et l'ombre de la controverse, et dès cet instant, le nom Marley fut à la fois une bénédiction et un fardeau. Il a grandi à Stony Hill, un quartier aisé, loin des rues rugueuses de Trenchtown, où la révolution de son père avait commencé. Son beau-père, Tom Tavares Fanson, un avocat et politicien jamaïcain blanc, a contribué à son éducation, lui offrant stabilité, mais accentuant aussi le fossé entre l'univers de Damian et les racines rastafariennes qui avaient en fait de Bob Marley un prophète pour tant de gens. Mon beau-père et mes frères et sœurs étaient des Jamaïcains blancs, a un jour déclaré Damian. Cela m'a très tôt rendu conscient des différences sociales, culturelles, raciales. Ce sentiment de dualité est devenu le cœur même de son identité. Il était le fils de Bob Marley, certes, mais aussi celui d'une reine de beauté, élevée dans un monde bien éloigné des luttes qui inspiraient les paroles de son père. Lorsque Bob mourut en 1981, Damian n'avait que 2 ans. Il ne garda aucun souvenir de la voix de son père, de son rire, ni de la puissance qu'il dégageait en parlant. Ce qu'il hérita à la place, c'était un mythe, des histoires racontées par d'autres, un héritage trop lourd pour un enfant. En grandissant, Damian se retrouva entouré de demi-frères et demi-sœurs, tous portant le même nom, tous liés à un homme que le monde considérait comme un saint. Mais Damian était différent, plus calme, plus introspectif, et déterminé à ne pas vivre de la lumière empruntée du nom Marley. Dès ses débuts dans la musique, il fit comprendre une chose. Il tracerait sa propre voie. À 13 ans, il forma The Shepherds, un groupe avec d'autres enfants de légende du reggae, dont la fille de Freddie McGregor et le fils du guitariste de Third World. Ils se produisirent au Reggae Sunsplash de 1992, le plus grand festival de Jamaïque, un honneur rare pour des adolescents. Mais tandis que ses camarades y voyaient un tremplin, Damian le prit comme une épreuve. Le groupe se dissout rapidement, mais l'expérience confirma ce qu'il savait déjà. Il était destiné à marcher seul. Lorsqu'il sortit son premier album, Mr. Marley, en 1996, produit sous le label Tuff Gong, fondé par son père, Damian rompit avec la tradition. Plutôt que d'imiter la voix posée et le ton spirituel de Bob, il fusionna l'énergie du dancehall avec les racines du reggae, mêlant des paroles rapides à des commentaires sociaux. Les critiques furent déconcertées, mais les fans ressentirent l'étincelle de quelque chose d'authentique. Une voix à la fois liée à la légende Marley et indépendante d'elle. Pourtant, même alors que son talent s'épanouissait, Damian ne pouvait échapper à la question silencieuse. Était-il à la hauteur du nom de son père? Chaque titre, chaque interview, chaque apparition sur scène portait le même sous-entendu. Non pas « Qui est Damian Marley ?» mais « Est-il digne d'être le fils de Bob Marley ?» Cette pression ne l'a pas brisé, elle l'a façonné. Et, comme le monde l'apprendrait plus tard,
elle a aussi semé les premières graines du doute. Une question qui, des décennies plus tard, conduirait à l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire moderne de la musique. Ascension vers la gloire et découverte de sa voix. Après que M. Marley l'eut présenté au monde, Damian savait que son parcours ne faisait que commencer. Il voulait évoluer, prouver que sa musique pouvait parler au-delà d'un nom célèbre. Cette opportunité vint avec son deuxième album, Halfway Tree, sorti le 11 septembre 2001, le même jour où le monde changea à jamais. Le titre n'était pas choisi au hasard. Halfway Tree est à la fois un lieu et une métaphore, une tour d'horloge se dressant entre la richesse et la pauvreté de Kingston, entre les privilégiés et ceux qui luttent. Et c'est exactement ainsi que Damian se voyait, le fils d'une Miss Monde et d'un homme de Trenchtown debout entre deux mondes, essayant de réconcilier les deux. Son frère Stephen Marley coproduisit l'album et ensemble, ils créèrent une œuvre qui ne se contentait pas de faire écho au reggae, elle le redéfinissait. Les paroles de Damian parlaient des ghettos et du gouvernement, de corruption et de survie, mais toujours avec compassion et fierté. L'album lui valut son premier Grammy Award du meilleur album reggae en 2002, et avec ce prix vint la reconnaissance, non pas comme le fils de Bob, mais comme Damian à part entière. Pourtant, derrière les sourires et les trophées, subsistait un malaise. La célébrité grandissait, mais aussi le poids des attentes. Chaque succès lui rappelait que le monde le voyait encore comme Junior Gong, un surnom directement lié à celui de son père, Tuff Gong. C'était une marque de respect, mais aussi une cage. Lorsqu'il commença à travailler sur son troisième album, Damian était agité. Il voulait quelque chose de plus brut, de plus vrai. Et en septembre 2005, il sortit ce qui allait devenir un séisme culturel, Welcome to Jamrock. De nouveau produit avec Stephen, l'album reposait sur un titre puissant qui peignait un portrait vif et sans filtre de la vie jamaïcaine. Pauvreté, violence et résilience. La chanson s'appuyait sur un rythme utilisé des décennies plus tôt par Inika Mosé, mais Damian en fit un hymne de vérité. Welcome to Jamrock n'était pas joli, ce n'était pas poli, c'était la Jamaïque, sans masque. Certains politiciens l'accusèrent de ternir l'image de l'île, d'autres y virent la chanson la plus honnête de sa génération. Le docteur Clinton Hutton, de l'Université des Indes occidentales, la qualifia de « feu de frustration, de créativité et d'espoir ». Le morceau entra dans le Billboard Hot 100, atteignit la 13e place au Royaume-Uni et fut plus tard classé parmi les 100 meilleures chansons de la décennie par Rolling Stone. Lorsque Welcome to Jamrock triompha aux Grammy Awards 2006, remportant les prix du meilleur album reggae et de la meilleure performance urbaine, alternative, Damian devint le premier artiste reggae de l'histoire à gagner dans cette seconde catégorie. Il avait accompli ce que beaucoup jugeaient impossible, ramener le reggae dans la rue tout en le propulsant sur la scène mondiale. Pourtant, alors que sa célébrité explosait, Damian commença à ressentir une distance grandissante avec la mécanique de l'héritage Marley. La succession, les hommages, les comparaisons incessantes. Il aimait sa famille, mais refusait d'être dirigé par la nostalgie. Dans ses interviews, il évitait soigneusement le mythe familial habituel, se concentrant plutôt sur son travail, ses racines et sa quête d'identité. Derrière ce sourire calme se cachait un homme qui commençait à se poser des questions plus profondes, non seulement sur la musique, mais sur qui il était vraiment et d'où il venait réellement. Distant relative et la quête d'identité. À la fin des années 2000, Damian Marley n'était plus seulement un prince du reggae. Il en était l'évolution. Pourtant, à chaque nouveau projet, il devenait clair que son parcours créatif était aussi un voyage spirituel. Derrière les projecteurs et les trophées Grammy, se cachait une recherche silencieuse, celle de l'appartenance, du sens et de la vérité. Cette quête le mena vers l'une des collaborations les plus inattendues de la musique moderne, Nas.
Les deux hommes se rencontrèrent lors d'un concert caritatif en Afrique et se lièrent immédiatement. Ils partageaient la même vision, unir deux mondes, le reggae et le hip-hop, et deux histoires qui racontaient la lutte, la liberté et l'identité. Le résultat fut Distant Relative, sorti le 17 mai 2010. Ce n'était pas qu'un album, c'était un manifeste. Le titre reflétait à la fois leur héritage africain commun et leurs liens philosophiques. Ensemble, ils créèrent quelque chose de plus fort qu'une simple fusion de genres. Des titres comme As We Enter et Tribal War n'étaient pas de simples expériences musicales, c'étaient des déclarations, des affirmations de fierté et de connexion ancestrale. La production de Damian donnait un battement de cœur au couplet de Nas, tandis que les paroles de Nas insufflaient une urgence moderne au message reggae de Damian. Lorsque l'album fit ses débuts à la 5e place du Billboard 200, tout en dominant simultanément les classements reggae, R&B et rap, la critique le salua comme une révolution. Mais pour Damian, c'était avant tout personnel. Il décrivit Distant Relative non pas comme une collaboration, mais comme une conversation entre frères. Il s'agissait des liens du sang qui unissent l'humanité et des pièces manquantes qui la séparent. Pendant des années, Damian avait été défini par un nom de famille. Mais à travers ce projet, il commença à comprendre que l'identité allait bien au-delà de la génétique. Elle reposait sur la connexion, l'empathie et la vérité. Lors de la tournée promotionnelle, Damian parla ouvertement de son enfance sans la présence de son père. « Il est mort quand j'avais 2 ans », confia-t-il doucement dans une interview. « La plupart de ce que je sais de lui vient d'histoire. » Les mots semblaient simples, mais portaient un poids immense, une forme de nostalgie. Il ne cherchait pas la célébrité. Il cherchait à comprendre. Plus il explorait ses racines à travers la musique, plus des questions surgissaient dans sa vie privée. Des amis se souvinrent plus tard que Damian se demandait souvent ce que signifiait vraiment être un Marley. Était-ce une question d'ADN ou d'esprit? Distant Relative approfondit cette interrogation. C'était un album sur l'héritage et l'histoire partagée, mais pour Damian, il mit en lumière le seul mystère qu'il ne parvenait pas à résoudre, le sien. Dans les années qui suivirent, Damian élargit encore son horizon. Il collabora avec Mick Jagger, Dave Stewart et Joss Stone sur le projet Super Heavy en 2011, mêlant reggae, rock et soul. En 2012, il rejoignit Skrillex pour le titre électrisant Make It Bun Dem, un succès mondial qui fit découvrir sa voix à un nouveau public. Mais derrière chaque innovation, subsistait la même dualité silencieuse, fierté et distance, héritage et isolement. Vers le milieu des années 2010, les fans remarquèrent un changement subtil. Damian apparaissait moins souvent lors des hommages familiaux et des événements estampillés Marley. Toujours respectueux, toujours courtois, mais plus réservé. Il ne participait pas à toutes les réunions, ne parlait pas dans chaque documentaire. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la retenue. Un homme qui commençait à tracer la frontière entre le mythe qu'il avait hérité et la vérité qu'il cherchait encore à découvrir. Derrière la musique, quelque chose était en train de changer. La quête qui avait commencé avec Distant Relative allait désormais se tourner vers l'intérieur, et ce qu'il allait y trouver allait ébranler le cœur même de la famille la plus sacrée du reggae. La révélation de l'ADN. Tout commença dans le silence. Pas de conférence de presse, pas d'annonce, pas d'avertissement. Au début de l'année 2025, Damian Marley publia une seule phrase énigmatique sur son site officiel. Parfois, la vérité arrive tard, mais elle finit toujours par arriver. Quelques mots seulement, mais ils explosèrent comme une bombe dans le monde de la musique. En quelques heures, les réseaux sociaux se remplirent de confusion, de spéculation et d'incrédulité. Parlait-il d'une nouvelle chanson, d'un projet caché ou de quelque chose de bien plus personnel? En quelques jours, la vérité fit surface, et c'était le genre de vérité qui ne se contente pas de faire la une. Elle la réécrit. Selon des sources proches de lui,
Damian avait effectué un test ADN privé à la fin de 2024. Ce n'était pas un coup médiatique. Il n'y avait ni caméra, ni implication de la succession, ni même la connaissance de sa famille. Pendant des années, de petits murmures l'avaient suivi. Des questions discrètes sur sa lignée, sur la raison de sa distance lors de certains événements familiaux des Marley, sur la dualité de son éducation. Mais pour Damian, ces murmures étaient devenus une ombre qui refusait de disparaître. Le test n'était pas destiné à détruire une légende. Il était censé lui apporter la paix. Ce qu'il révéla, pourtant, n'apporta rien de tel. Plusieurs rapports affirmèrent que le test n'avait trouvé aucun lien biologique entre Damian et Bob Marley. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à porter ce nom, à défendre cet héritage et à honorer cette lignée, les résultats furent tout simplement dévastateurs. Il ne confirma ni ne démentit immédiatement l'histoire, mais ses actes parlèrent plus fort que n'importe quelle déclaration. Damian se retira de tous les événements liés à la marque Marley, y compris une tournée mondiale prévue pour célébrer le 80e anniversaire de Bob. Il cessa de suivre les comptes officiels Marley, interrompit la remasterisation de son premier album Mr. Marley et même arrêta d'interpréter les chansons de son père en concert. Lorsqu'un fan lui demanda « Could you be loved » lors d'un spectacle, Damian s'arrêta longuement avant de répondre doucement « Ce n'est pas ma chanson ». Le silence de la succession Marley fut immédiat et révélateur. Aucun démenti, aucune défense, juste le lourd silence d'une famille en plein règlement de compte à huis clos. Certains initiés dirent que Rita Marley et les aînés s'étaient sentis pris au dépourvu, voire trahis. D'autres murmurèrent que quelques-uns savaient depuis longtemps, ou du moins s'en doutaient, mais personne ne parla publiquement. Pour les fans, la révélation tomba comme un chagrin. Ce n'était pas une rumeur, c'était une fissure dans la lignée royale du reggae. Pour beaucoup, Damian incarnait la voix moderne du message de son père, un pont vivant entre les générations. Désormais, ce pont présentait des failles. Certains refusèrent d'y croire. D'autres affirmèrent que cela n'avait pas d'importance, que l'esprit de Bob vivait en lui, quelle que soit la biologie. Mais pour Damian, la question était plus simple et plus lourde. Il avait passé sa vie à être à la hauteur d'un nom qui, semblait-il, n'avait jamais vraiment été le sien. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la rébellion. C'était du deuil. Le genre silencieux et douloureux qui ne crie pas. Pour la première fois, Damian fut confronté à la possibilité que l'histoire qu'il portait depuis sa naissance n'était pas entièrement vraie. Et à cet instant, il fit un choix qui allait définir le reste de sa vie. Cesser de protéger une image et commencer à protéger sa vérité. Conséquences, silence familial et réaction publique. Les jours qui suivirent la révélation furent étrangement calmes. Aucune conférence de presse, aucune interview télévisée, aucune déclaration officielle de la succession Marley. Pour une famille connue pour son unité et sa force publique, ce silence était assourdissant. Des sources proches décrivirent de l'atmosphère au sein du cercle Marley comme tendue, fracturée et incertaine. Les proches de Rita Marley virent apparemment le retrait de Damian des projets familiaux comme un acte de rejet, non seulement du nom, mais aussi de l'amour qui l'accompagnait. Bob l'a accepté, confia une source d'une voix douce. Cela aurait dû suffire. Pour d'autres, cependant, la décision de Damian était un acte de courage, une confrontation douloureuse, mais nécessaire avec la vérité. Quelques membres de la famille, sous couvert d'anonymat, reconnurent qu'ils comprenaient pourquoi il l'avait fait. « Il mérite de savoir qui il est », déclara un parent à un journaliste, « même si cela fait mal. » Cindy Breakspear, la mère de Damian, resta totalement silencieuse. Des amis proches affirmèrent qu'elle était profondément bouleversée. Pendant des années, elle avait porté sa propre part de controverse, celle d'avoir été la femme de l'ombre dans la vie sentimentale complexe de Bob Marley. À présent, les questions refaisaient surface avec un poids dévastateur. On se demandait ce qu'elle savait
ou si la vérité lui avait jamais été totalement claire. Certaines sources affirmèrent que Damian l'avait confronté directement avant de faire le test. Quoi qu'il se soit dit entre eux, cela laissa une trace. En dehors du cercle familial, la réaction fut explosive. En Jamaïque, l'histoire domina les gros titres, les talk-shows et les débats de rue. Pour beaucoup, le nom Marley n'était pas seulement celui d'une famille, c'était une part de l'identité nationale. L'idée que la lignée puisse ne pas être ce qu'elle semblait être blessa profondément. Certains fans furent scandalisés, qualifiant les affirmations sur l'ADN d'insultes à l'héritage de Bob. D'autres se rangèrent du côté de Damian, saluant son honnêteté et le courage d'affronter publiquement une vérité inconfortable. Sur Internet, des hashtags comme Sheer Still à Marley et Sheer Truth Over Legacy commencèrent à faire le buzz. Les partisans affirmaient que l'héritage ne reposait pas sur le sang, mais sur l'esprit, l'art et l'intention. « Il porte le message », écrivit un fan sur X, anciennement Twitter. « C'est tout ce qui compte. » Pourtant, d'autres virent son silence et sa distance comme une trahison. Mais à travers tout ce vacarme, Damian resta calme. Il n'attaqua personne, ne se défendit pas, n'expliqua rien. À la place, il réorganisa silencieusement sa carrière. Il commença à se produire sous le nom de Damian Robert, abandonnant le surnom Junior Gong, qui le liait autrefois à l'identité de son père. Ses concerts ne portaient plus les symboles de la marque Marley. Fini les drapeaux panafricains, les portraits de Bob, l'iconographie familière du reggae. À leur place, des visuels abstraits, des racines perçant le béton, des ombres se divisant, des masques se fissurant. L'un de ces musiciens de longue date décrivit ce changement simplement. Il est plus léger maintenant, comme s'il respirait enfin. Pour les fans, c'était doux amer. L'homme qui portait jadis la flamme des Marley marchait désormais seul, dépouillé du mythe mais empli de vérité. Et tandis que le silence de la succession s'éternisait, le monde se mit à se demander, s'agissait-il d'une rupture dans la lignée royale du reggae ou de la renaissance de son fils le plus indépendant? Reconstruire son identité et redéfinir l'héritage. Dans les mois qui suivirent la révélation, Damian Marley fit quelque chose que personne n'attendait. Il ne se retira pas, il se reconstruisit. Pas de tournée d'excuses théâtrales, pas de livre de confession, aucune tentative de réécrire l'histoire. À la place, il fit ce qu'il avait toujours su faire, travailler, écrire, évoluer. Pour beaucoup, cela semblait presque un acte de défi, mais ceux qui le connaissaient affirmaient que ce n'en était pas un. C'était de l'acceptation. Damian commença à se produire sous son nom complet, Damian Robert, un changement discret mais délibéré, marquant le début d'une nouvelle ère. Il retourna en studio avec une intensité silencieuse, enregistrant de nouveaux morceaux qui, selon ses proches, sonnaient plus introspectifs que tout ce qu'il avait fait auparavant. Les thèmes étaient clairs, la vérité, la liberté, l'héritage et la renaissance. Les rythmes reggae étaient toujours là, mais portèrent désormais une mélancolie douce, comme si chaque battement reconnaissait à la fois la perte et la libération. Dans de rares interviews, Damian évoqua brièvement la controverse. « Chaque homme doit apprendre à se connaître », déclara-t-il dans une conversation avec un animateur londonien. Parfois, cela signifie marcher seul. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement de la clarté. Il décrivait son passé non pas comme un mensonge, mais comme une histoire ayant atteint son point de transition naturel. « J'aime ma famille, dit-il, mais je dois vivre dans ma vérité. C'est tout ce qu'un homme peut faire. » Loin des projecteurs, il consacra son énergie à des causes qui lui tenaient à cœur, l'éducation, les programmes pour la jeunesse et des initiatives musicales destinées aux enfants défavorisés de Kingston. Ceux qui le croisèrent durant cette période le décrivirent comme apaisé, calme, presque joyeux dans sa discrétion. C'était comme si le poids qui l'avait accompagné depuis l'enfance avait enfin été levé. Sur le plan musical, il recommença à expérimenter.
De nouvelles collaborations laissaient entrevoir une fusion de reggae, de blues et de sons folk venus du monde entier. Il se produisait dans de petites salles, parfois sans annonce, où l'intimité du public semblait lui convenir davantage que le tumulte des grands festivals. Lorsque des fans criaient « Marley !» depuis la foule, Damian souriait sans jamais les corriger. Il savait que ce nom n'était pas quelque chose qu'il pouvait effacer, c'était quelque chose avec lequel il pouvait enfin être en paix. La succession Marley, pour sa part, resta muette. Aucune déclaration ne fut faite, et peut-être était-ce mieux ainsi. Le monde n'avait pas besoin d'un nouveau conflit familial. Il avait besoin de perspectives. La légende de Bob Marley demeurait intacte, son message d'unité, d'amour et de révolution, inchangé. Mais désormais, à travers le parcours de Damian, ce message s'était enrichi d'une nouvelle dimension, la vérité. L'histoire de Damian avait commencé par un nom, mais elle s'acheva sur quelque chose de plus grand, l'identité. Il s'était peut-être éloigné de l'héritage, mais ce faisant, il rappela au monde ce que cet héritage avait toujours voulu signifier, la liberté. En fin de compte, Damian Marley n'a pas perdu son héritage, il l'a redéfini. Ce qui avait commencé comme une question de sang s'est transformé en leçon de vérité. Sa musique, sa voix et sa force nous rappellent que l'identité ne se reçoit pas, elle se mérite. Alors, qu'en pensez-vous? L'héritage vient-il du sang ou de la vie que l'on construit soi-même? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui croit encore que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par libérer.